bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse. Vous étiez peut-être déjà avec nous il y a quelques heures sur Twitch. On a fait un late session spécial loterie avant la loterie, évidemment. Et du coup, on se retrouve ce matin. On va débriefer tout ça. Je suis évidemment rejoint par Shai. Et du coup, allez, on commence. Obligé de commencer par ça. Victor Wembanyama, sauf cataclysme, sera un joueur des San Antonio Spurs et débutera sa carrière aux San Antonio Spurs. Qu'est-ce que ça t'inspire, Shai? Eh ben, écoute, c'était écrit, c'était une des options que beaucoup de gens, je pense, en France préféraient parce que ça reste une franchise qui est très suivie et très appréciée depuis ce qu'il y a eu avec Tony Parker et toute la dynastie. Ce que ça m'inspire déjà, c'est que on a pu voir que lui, ça lui faisait très plaisir. Il a dit ça faisait partie des destinations qu'il préférait, même si, je veux dire, il serait parti à Charlotte, même si c'est Charlotte qui avait gagné, il serait parti n'importe où, mais tu sens qu'il y avait quand même il y avait un sourire sur son visage après dans l'émotion qui montre qu'il était quand même, voilà. Je pense j'aimerais bien savoir ce qu'il a pensé au moment où ça se décidait entre Charlotte et San Antonio, parce que, enfin, ça s'est passé très vite pendant la loterie, et si vous l'avez suivi en direct, Mark Tatum, l'adjoint d'Adam Silver, il a vraiment enchaîné les trucs, quatrième, troisième, deuxième, et là, quand ça s'est joué entre Charlotte et San Antonio, je me dis, il a peut-être dû avoir un petit stress, le garçon, quand même. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il fait le point un peu libérateur. Tu vois, Ouais. le moment où on apprend que c'est San Antonio, évidemment, avec Tony Parker, évidente, il va marcher sur les traces du plus grand basketteur français de l'histoire, lui qui est peut-être amené à un jour devenir le meilleur basketteur Mm. français de tous les temps. On peut parler aussi un peu du fit. Alors, c'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, donc Wembanyama, il disait, bon, bah, il n'y a pas de mauvaise franchise en NBA. Pour le coup, il maîtrise la communication, mais pour le coup, il arrive dans une vraie bonne franchise qui sait développer des talents, une franchise l'une des plus fonctionnelles de la ligue, qui là traverse une période de creux, mais presque voulue, je pense, et qui est presque logique après avoir été aussi longtemps. C'est 22 saisons de suite en playoff, quand même, les Spurs. Et c'est un groupe jeune. Comment tu le vois, toi, s'intégrer dans cette équipe avec les pièces déjà en place? Le fait qu'il aille à San Antonio, ça limite quand même les risques. On a l'impression que Victor, il peut s'épanouir partout et devenir une star partout, mais il y a quand même toujours ce risque de tomber dans une équipe où ça ne matche pas avec les joueurs, où le staff, le front office sont dysfonctionnels. Là, à San Antonio, il y a cette garantie-là. Tu vois, tu sais qu'avec Popovic, qui va apprendre de Popovic, que Popovic va enfin, ils vont s'enrichir mutuellement, qu'autour, il y a déjà une équipe en place avec des joueurs qui sont, je pense, capables de tout de suite être de bonnes deuxième, troisième, quatrième option pour s'ils s'avèrent aussi forts que ce qu'on dit. Le fit, il est incroyable. Je pense vraiment que si tu veux, c'est pas une franchise où il y a une culture du drama, où médiatiquement la pression est insurmontable. Enfin, il y aura beaucoup d'attentes, mais il sera dans un cocon, je pense aussi. Tu vois, San Antonio a aussi cette faculté-là de réussir à protéger ses joueurs, à faire en sorte qu'ils s'épanouissent bien. On a vu avec Tim Duncan quand il est arrivé, même avec des joueurs comme Kawhi qui ont des particularités aussi à prendre en compte. Je pense que là c'est parfait pour lui. Je pense que ses proches sont contents. J'ai l'impression que tout le monde est content et que c'était quasiment la meilleure option de ce point de vue-là. Après, on en a beaucoup parlé. Il y avait d'autres options très intrigantes, excitantes. C'est pas passé si loin que ça de Portland pour tes Un Blazers. numéro, ouais, un Ouais, numéro près. commencé à voir Brandon Roy tout content à la télé pendant la retransmission. Ils n'étaient pas si loin. Mais non, ouais, pour le fit, c'est super. Moi, ma seule petite réserve, c'était bon, aller un Français à San Antonio encore. Mais au moins, c'est vrai que ça limite, ça lui évite tout un pan de risques qui auraient pu arriver, même aussi fort soit-il, aussi mature soit-il. Oui, c'est quand même une vraie aubaine de commencer ta carrière avec un vrai coach. Là, pour Mm. le coup, je pense, et un staff qui est réputé pour le développement de ses joueurs. Et je trouve que sur le fit, ce qui est intéressant, c'est qu'aux Spurs, toutes les pièces qui sont déjà en place, pour le coup, sont très complémentaires. Tu vois, à Houston, il y avait toujours ce truc de se dire, bah, Mm. Wembanyama, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on fait d'Alperen Sengun? Ou qui est le meneur? Tu vois, il y avait plein de questions sur plein d'équipes. Ce qui est intriguant, c'est qu'il y a deux extérieurs forts au scoring qui vont être intéressants pour compléter Victor. Il y a un meneur gestionnaire, même si c'est pas dit que ce soit toujours ces mecs-là qui vraiment restent dans le Mm. projet tout du long, mais en tout cas sur la première saison, il y a un meneur gestionnaire, le frère de Tyus Jones, Trey Jones, et il y a un poste 4 que je trouve très intriguant, Jérémy Sohan,
qui est un poste 4 atypique, avec un pivot atypique, mais les deux, au final, se complètent bien. Il y en a un qui shoot, il y en a un qui est très mobile, l'autre qui peut protéger le cercle. Sochan, c'est un bon playmaker. Il y a vraiment un mix de jeunes que je trouve très intriguant, très intéressant. Il n'y aura pas à se demander, contrairement à Houston, dans d'autres équipes, même Détroit peut-être, c'est des équipes où il y a déjà des gens qui ont envie d'être un peu les fameux alpha, le visage de la franchise, même si en termes de niveau et de potentiel, il n'y aurait pas eu photo, mais là, la question se pose même pas, parce que je pense pas que quand il va arriver, Keldon Johnson va lui dire ici c'est chez moi, tu fais pas talent. Enfin, tu vois, c'est bête, mais la logique de hiérarchie, tout ça, je pense qu'elle aura pas. Enfin, San Antonio, il y aura pas de souci. Ils vont arriver, ils vont lui faire de la place, lui laisser le temps de trouver ses marques. Et là, de ce point de vue-là, c'est super. Puis, de toute façon, s'il est aussi fort que ce qu'on attend, mais la hiérarchie, ça va découler aussi de son niveau de jeu. Bon, évidemment, on ne sait pas encore ce qui va se passer pendant la free agency. Les Spurs vont, j'imagine, essayer de trouver quand même quelques vétérans, trouver d'autres jeunes, d'entourer tout ça. Mais si je te demandais là de te projeter un peu, comment t'imagines un peu, peut-être pas comment t'imagines toute leur saison, mais quel résultat tu peux imaginer pour les Spurs, sachant qu'on n'a évidemment pas toutes les cartes en main, pas toutes les infos à disposition pour vraiment faire un pronostic. Moi, je pense pas qu'ils vont tout chambouler tout de suite en se disant ouais, ça y est, il est là, on va convaincre plein de vétérans de venir parce qu'on va jouer le titre tout de suite, etc. Je pense qu'ils vont vraiment axer sur le développement pour lui laisser le temps de faire parce que mine de rien, ça reste un style de jeu différent de ce qu'il a connu en Europe. On a vu le potentiel, il n'y a aucun problème. Je pense vraiment qu'il va être très fort tout de suite, mais connaissant les Spurs et leur manière de fonctionner, je pense qu'ils vont peut-être ajouter des vétérans, ça me semble clair, et ils vont peut-être même se dire dans un coin de leur tête, c'est objectif minimum le play-in, pourquoi pas. Ou des jeunes vétérans en tout cas. Ouais, voilà, quand je dis des vétérans, c'est juste, oui, c'est des mecs qui ont au moins 4-5 ans derrière eux, rien de... Et je les vois plus opérer comme ça, tu vois, qu'en se disant, bon, vite, qui sont les meilleurs vétérans sur le marché, il faut faire du bruit tout de suite. Je pense que c'est le genre de joueur qui peut redonner encore une deuxième jeunesse à Popovich, qui était déjà un peu sur ce cheminement-là, quand il expliquait qu'avec les Keldon Johnson, Devin Vassell et tout, ou Sochan, qu'il avait ce côté formateur qui lui avait manqué sur les années précédentes et qu'il prenait beaucoup de plaisir à ça. Et je pense qu'avec avec Victor qui est très demandeur d'être un peu challengé ou de proposer des choses nouvelles, comme il l'a dit, pourquoi pas défendre des meneurs, pourquoi pas jouer comme ci, comme ça, dans différents types de basket. Ça va être, ils vont vraiment se nourrir mutuellement, la franchise et lui vont se nourrir mutuellement, et je les vois pas chambouler tout l'effectif. Je me trompe peut-être, hein, mais... Ouais, mais je partage tout à fait, et je pense que si je faisais un range de victoires, là, ils étaient à 22 victoires cette saison, je ne serais pas étonné qu'ils en gagnent au moins 10 de plus l'an prochain. Ouais, ça me semble, oui. Ouais, je ne montrerai peut-être pas jusqu'à 40, mais je pense que ce sera vers 35, quelque chose comme ça. Après, évidemment, on verra selon qui est recruté, la progression de chacun, les blessures, etc., l'adaptation, mais je pense que ce sera une équipe pas du tout ridicule dès la première année, ce qui est pas mal pour un first pick. Il n'y a pas beaucoup de first pick, surtout de nos jours, là maintenant, avec les équipes qui reconstruisent complètement de A à Z. Il n'y a pas beaucoup de first pick qui peuvent tout de suite être au moins un semblant compétitif. Et ça, je trouve ça intéressant. L'objectif, en fait, il faut le prendre modestement. Il a montré qu'en Europe, il pouvait tenir une saison physiquement, parce que c'était aussi une interrogation. C'est toujours sur l'interrogation avec les joueurs aussi atypiques sur le plan physique. Là-dessus, il a répondu au doute, je trouve. Enfin, il a vraiment bien tenu cette saison, à part c'est des micro-pépins, quoi, comparé à ce que ça... Et là, l'objectif, ça va être de voir comment ils vont le gérer sur une saison de 82 matchs, peut-être plus, de voir comment son corps répond à ça. Donc, pour moi, c'est l'objectif principal, montrer que tu es durable, parce que même les quelques sceptiques qui restent aux États-Unis, ça va être sur « ouais, c'est encore un grand, il va se blesser », on a vu les Porzingis et compagnie. C'est surtout ça, ils vont devoir travailler là-dessus et montrer qu'il est durable tout de suite. On a déjà hâte pour le reste de la loterie. Je vous donne, c'est le Hornets qui ont le deuxième pick, les Blazers le troisième pick, toute la loterie complète. Vous pouvez trouver ça sur basketsession.com. J'en profite au passage. Ce matin, on a eu un petit souci technique. Vous avez fait exploser le serveur, mais voilà, c'est revenu. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Il y a plein d'infos sur Wembanyama. Il y a des papiers, il y a des analyses. On va passer aux playoffs parce qu'il y avait quand même un match, même si la loterie prend toujours le dessus. Chaque année, à ce moment-là, le moment où il y a la loterie prend le dessus, en fait, temporairement sur les finales de conférence, mais il y a quand même un match au sommet. Ouais. Alors là, pour le coup, ça prenait encore plus le dessus parce que Wembanyama est le prospect le plus attendu depuis les LeBron James, mais il y avait donc l'ouverture des finales de conférence à l'Ouest et la victoire des Nuggets 132-126. Denver qui prend le game 1, qui mène 1-0.
C'était un superbe match. Super. Plein d'adresses, Ouais. très très haut niveau de jeu. Qu'est-ce que tu retiens, Shai? Qu'est-ce que tu veux retenir en premier? Plein de choses. À un moment, pendant une grosse partie du match, je me préparais à me dire, à dire dans le CQFR, bah voilà, Denver a roulé sur le match, tactique parfaite, adaptation parfaite, Jokic gargantuesque et fantastique. Et finalement, les Lakers sont tellement bien accrochés et ont tellement failli renverser, venir voler le match que c'est pas si évident que ça, tu vois. Donc c'est une belle victoire pour Denver. C'est un témoignage de la grandeur de Jokic qui est sur le début de match, il est invraisemblable. Enfin, le niveau de jeu qu'il a à la mi-temps, juste à la mi-temps, hein, il est à 19 points, 16 rebonds, 7 passes et 2 contres, juste à la mi-temps. À lui tout seul, à la mi-temps, il a plus de rebonds que les Lakers. Voilà. 16 contre 13. Et voilà, 12 rebonds dans le premier quart-temps. Enfin, il a parfaitement répondu parce que les Lakers avaient tenté quelque chose. Ils ont fait défendre Hachimura sur lui et Davis venait sur les aides et ça a été un pari. Et au final, on a surtout vu Anthony Davis en attaque avec 40 points. Davis a fait un excellent match offensif. Il a été agressif comme je pense les fans des Lakers ont envie de le voir. Mais pendant les 3/4 du match, j'ai eu cette impression que Jokic il planait au-dessus de tout le monde par sa classe, la façon dont il éclairait le jeu offensivement. Enfin, il rentre des shoots invraisemblables au buzzer du deuxième ou du troisième quart-temps. Je suis perdu. Du troisième. C'est du troisième. Où Anthony Davis, il en rigole, Davis. Il en rigole. Il le voit. Il dit, mais j'ai défendu correctement sur lui. Il me balance un shoot hyper lointain. Et voilà, donc pendant toute une partie du match, ça a été ça. Je me disais, bon, là, Denver joue parfaitement le coup, surdomine au rebond. Les Lakers sont pas ridicules, mais là, ils n'ont pas les armes pour les embêter. Et puis, il y a ce retour dans le quatrième, un peu instigé par Austin Reeves, par Anthony Davis aussi, et où ils sont revenus très, très, très près quand même. Hein, ils n'ont pas passé si loin que ça d'un petit hold-up. Et au final, voilà, les Nuggets ont réussi à tenir, mais ça a été hyper rythmé, hyper intense et super prometteur pour la suite de la série. Ouais, les Nuggets ont mis beaucoup de rythme. On pouvait s'y attendre. Hein. Il y avait surtout que à Denver, dans le Colorado, c'est en altitude. C'est pas toujours facile pour les équipes adverses justement de s'adapter à l'altitude, même si les Lakers se sont rendus tôt à Denver. Donc on pouvait s'attendre à ce que les Nuggets mettent beaucoup de rythme pour essayer de fatiguer les stars. Pour répondre à ça, Darvin Ham, il avait fait le choix de débuter en small ball. Je pense que de toute façon, Los Angeles n'a pas trop le choix avec Schroeder qui était dans le 5. Ouais. Je pense que l'idée, c'était de répondre à la vitesse de Denver et de forcer Jokic à défendre sur Anthony Davis. Parce que s'il n'y a pas de deuxième big man, faut bien que Jokic, s'il n'y a que des shooters, Jokic ne peut pas prendre Schroeder, il ne peut pas prendre Austin Reeves, il ne peut pas prendre LeBron, il ne peut pas prendre D'Angelo Russell. Donc, quelque part, il se retrouve sur Anthony Davis. Mais voilà, le rythme au final a quand même fait, parce que quelque part, même si Los Angeles revient 2 fois à 3 points sur des tirs à 3 points justement d'Austin Reeves, Denver au final a fait le gros du boulot quand même en première mi-temps. Ils ont pris jusqu'à 21 points d'avance, il y en avait 14 encore à la mi-temps. Cet écart n'est pas resté, mais ça a fait la différence aussi sur ce match. Le fait de très bien débuter et de prendre complètement le dessus sur le small ball des Lakers en dominant au rebond. Ça se termine à 47 rebonds à 30 en faveur de Denver. Ouais, Denver sachant qu'il y a de l'adresse des deux côtés. Ouais, Denver a compté jusqu'à 21 points d'avance dans le troisième avant de baisser un peu de pied, mais c'est pour être positif avec les Lakers parce que c'était quand même pas un match facile quand tu vois le niveau qui était proposé en face collectivement. Jamal Murray était très bon. Michael Porter a mis des paniers au bon moment. Caldwell Pope aussi, il a sorti des 3 points quand il fallait. Ils ont une vraie belle adresse. Et à nouveau, les Lakers n'ont pas plongé mentalement. C'est un match où tu peux en prendre 40 là si tu peux baisser pavillon. Et non, ils ont. Surtout, j'ai vraiment bien aimé Anthony Davis dans ce match-là. Je l'ai trouvé. S'il est comme ça tout le temps. Bon, défensivement, c'était compliqué. C'est compliqué pour tout le monde face à Jokic. Et il a fait ce qu'il a pu avec la tactique qui a été choisie par Darvin Ham. Mais bon, ouais, on ressort quand même du match avec cette impression que collectivement, les Nuggets, ils me semblent quand même un cran au-dessus. Ça ne leur garantit pas de gagner les matchs parce qu'en face, il y a du beau monde, mais quand même, ça reste solide. Tu vois, là, Aaron Gordon ne fait pas un match exceptionnel en attaque, notamment. Mais je veux dire, tout le reste, c'était très bien huilé. Il n'y a pas... Ils ont tremblé parce que les Lakers ont vraiment été bons sur une période et que eux n'arrivaient un peu moins à marquer. Mais je ressors quand même de ce match 1 avec cette impression de sérénité chez les Nuggets.
Non, mais par contre, c'est vrai que tu fais bien de souligner le fait que les Lakers sont pas lâchés. Tu as tout à fait raison. Il y a plein d'équipes qui auraient vraiment pris Ah 40 oui, points dans ce match. tu peux prendre une. Et ça montre un certain caractère. Les deux équipes ont été très à droite parce qu'il n'y a pas que Jokic qui met des tirs difficiles. Hein. Murray, il en met aussi quelques-uns. Ouais. Et tu vois, tu peux te dire quelque part d'un côté que c'est encourageant pour Los Angeles. Après, les Lakers ont eu beaucoup d'adresses aussi, ce qui ne sera pas toujours le cas. Donc, on peut s'attendre à ce qu'au fur et à mesure de la série, l'adresse baisse des deux côtés et que ça maintienne un certain équilibre. J'ai trouvé qu'il y avait tactiquement aussi des bons choix. LeBron, du côté des Lakers, même si ça n'a pas payé, le fait de sortir D'Angelo Russell qui était vraiment décevant, comme souvent au final, hein, j'ai envie de dire, il a un côté James Harden en playoff dans le sens où il va sortir 2 très bons matchs et 4 très médiocres sur une série. Moins 25, moins 25 de plus-minus. En fait, il servait vraiment pas à grand chose et du coup c'est Hachimura qui a pris sa place dans le 5 en fin de match et ça pour le coup ça a fait la différence pour les Lakers avec un Reeves aussi qui était très inspiré. Il a 23 points, 8 passes et il met des gros tirs à 3 points. On a vu LeBron beaucoup cibler Jamal Murray, attaquer Jamal Murray, forcer les switches pour attaquer Jamal Murray et imposer sa puissance physique. Les stars des Lakers en fait ont été très agressifs vers le cercle. 11 lancés pour Davis, 11 lancés pour LeBron. Ils ont beaucoup joué sur ça. Ça sera, je pense, une des clés. Ça sera quelque chose qui va perdurer dans la série. Je pense qu'ils vont continuer à agresser Murray. Ça va être intéressant de voir comment les Nuggets s'adaptent et répondent à ça. En tout cas, KCP, juste pour finir sur Kentavious Caldwell-Pope, lui, on sent qu'il est déterminé à sortir les Lakers. Et oui, c'est sûr. Et pour parler juste un petit mot sur un joueur qu'on aime bien, Bruce Brown a été excellent encore. Toute la première partie de match, il est pareil, au culot, il a pas du tout peur de l'enjeu. C'est un joueur ultra fiable et en sortie de banc, ça a pas de prix, quoi. Il est vraiment très très bon. Au moment où il claque un dunk, ils ont réussi à bien profiter de ces ouvertures-là sur les drives aussi, et notamment Bruce Brown. Michael Porter Jr. en double-double aussi, il faut le signaler. Moi, je suis pas toujours tendre avec lui. Je suis pas toujours tendre avec Michael Porter Jr., mais même défensivement, il a des actions qui sont ressorties. Un contre, il vient contrer, je sais plus qui déjà, mais par derrière je sais plus si c'est pas D'Angelo Russell ou je sais plus, mais je le vois faire des efforts, ce qu'il faisait pas avant, et moins être totalement perdu sur les switches et machin. Je le trouve un peu mieux, quoi. Et offensivement, dès qu'il prend un peu de rythme et qu'il a plusieurs fois des situations de tir qui s'enchaînent, il est vraiment très fort, quoi. J'allais y venir justement. Michael Porter Jr. qui pour le coup aussi des fois a stoppé LeBron, je l'ai trouvé en fait très engagé. Et dans son attitude, j'ai vu une quote passer justement, une décla où il disait moi, il est allé voir Michael Malone pour lui dire je comprends si c'est Bruce Brown qui joue à ma place en fin de match, moi je veux gagner. C'est lui apparemment qui a pris cette démarche d'aller voir Malone. En tout cas, c'est Malone qui raconte. Et là, pour le coup, en fin de match, il n'a pas eu besoin de sortir Michael Porter Jr. parce que vraiment dans l'attitude, c'est lui qui termine avec le meilleur différentiel, plus 20. Quand il est comme ça, s'il arrive à être bon dans son rôle, être bon en défense, être bon sur toutes les petites choses, le côté all-around, sachant qu'en fait, il a quand même un potentiel supérieur à un joueur polyvalent. Je pense que ça peut être vraiment un très bon joueur offensivement. C'est vraiment du bonus pour les Nuggets. Mais on voit la maturité qui a changé parce qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand il faisait ses déclats d'après-match en disant je sais pas pourquoi moi je joue pas plus. Enfin, tu vois, il visait direct Malone et là t'apprends que c'est lui-même qui comprend la dynamique d'une équipe et la logique d'une série de match-up qui vont ou vont pas. Il comprend l'enjeu peut-être. Ouais, je pense qu'il comprend mieux le jeu tout court, c'est ça. Enfin, moi c'est un peu le reproche que je pouvais lui faire, c'est que c'était un talent brut mais qui avait pas l'air très très concerné par ce qui se passait sur un terrain. Enfin, je veux dire, la lecture d'un match, c'est particulier. Il faut plusieurs saisons. Puis lui, mine de rien, il a été quand même blessé pas mal de fois. Il a pas si souvent pu enchaîner les matchs et les saisons. Donc là, je pense que ça lui fait du bien. Il a l'air vraiment d'avoir pris en maturité. Et vu le potentiel et ce qu'il a dans les mains, c'est super pour Denver. J'ai l'impression que du côté de Denver, il y a une vraie prise de conscience c'est nous les plus forts. Là, dans cette saison en NBA, c'est nous les plus forts. On ne doit pas gâcher cette opportunité. On ne sait pas combien il y a d'opportunités. Enfin, tu ne sais jamais ta fenêtre de tir. Tu peux penser qu'elle est super longue et au final, non.
j'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience et Michael Porter Jr. en fait partie, tu vois, de se dire, ah mais là on joue pour quelque chose. Enfin, c'est quand même le but ultime, quoi. On est vraiment proche d'un titre NBA. Il y a 7 matchs encore à gagner. Et, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un sérieux qui donne envie de croire à Denver. En tout cas, bon, ils ont pris ce game 1, c'était serré. On verra lors du game 2, on verra quels sont les ajustements qui sont faits par les Lakers et par les Nuggets concernant Davis, etc. On suivra ça avec attention. Ce soir, il y a Miami qui commence sa série à l'extérieur contre Boston, l'autre finale de conférence à l'Est du coup, Celtics Heat. Et on se retrouvera évidemment demain pour débriefer ça, Shai, tout le monde sera un peu retombé sur Wembanyama et on pourra vraiment commencer à reparler de playoffs. Dès demain, on fera ça sur la chaîne Basket Session Reverse, donc n'hésitez pas. Et je vous incite encore une fois à aller sur basketsession.com. Pour le coup, il y a beaucoup de magazines, d'analyses, si vous êtes un peu friand de papier long. En plus des news, il y a pas mal de papiers sur Wembanyama et il y en aura aussi sur les playoffs, bien sûr. Donc voilà, on se retrouve, nous, dès demain sur YouTube. Ciao à tous. À demain.